Bienvenue dans le 20h. Merci de vous informer sur RTI 1. Voici les titres de votre journal. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo poursuit sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Il s'est rendu ce samedi sur le site de la compagnie ivoirienne de production d'électricité, la CIPREL, centrale la plus puissante en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Construction a entamé hier une série de visites des sites, des programmes, des logements sociaux et économiques. C'est une visite pour faire l'état des lieux avant la livraison des clés aux souscripteurs. Et nous parlerons de la CMU, la couverture maladie universelle et de ses enjeux. La phase expérimentale a été lancée en avril dernier. Les 6 premiers mois vont concerner 150 000 étudiants. Et les Français sont attendus aux urnes demain pour élire leur président. Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen succédera à François Hollande? Les Français feront leur choix, mais ce soir, nous nous pencherons sur le programme des deux candidats. Merci de nous suivre à travers le monde. Ajoutez notre rendez-vous culturel de ce samedi. Nous parlerons aujourd'hui des alliances interethniques et de leur impact dans la cohésion sociale. Pour développer ce sujet, nous irons au Carrefour des Alliés. C'est le nom d'un festival organisé à Katiola, dans la région du Hambol. Ce voyage se fera bien sûr en compagnie de notre invité, M. Bourlaye Traoré, directeur régional de la culture et de la francophonie du Hambol, également commissaire général de ce festival. Comment les alliances interethniques peuvent-elles contribuer à la paix? Notre invité nous répondra dans quelques instants. La page culture, ce sera dans une trentaine de minutes. Bonsoir, M. Bourlaye. Bonsoir, Marie-Laure. À tout à l'heure, donc, pour parler des alliances interethniques. Merci. Commençons par la visite de travail et d'amitié du président ghanéen Nana Akufo-Addo en Côte d'Ivoire. Ce samedi, deuxième jour de sa visite, il s'est rendu sur le site de la compagnie ivoirienne de production d'électricité. La CIPREL, centrale la plus puissante en Côte d'Ivoire, représente 29% de la capacité de production d'électricité, d'où son importance stratégique dans les relations ivoiro-ghanéennes. On en sait plus avec Mama Traoré et Abiba Dambélé Saoui. Du courant électrique pour alimenter la bonne marche des relations ivoiro-ghanéennes. C'est le cas depuis près d'une trentaine d'années. De 1984 à 1993, la Côte d'Ivoire a importé du Ghana 2274 gigawatts d'énergie électrique. Une tendance inversée depuis 1994. De cette date à fin 2016, c'est plus de 12 000 gigawatts que la Côte d'Ivoire a exporté vers le Ghana. Il convient également de noter qu'à travers la ligne d'interconnexion avec le Ghana, la Côte d'Ivoire exporte de l'énergie électrique vers le Togo et le Bénin. Il est prévu sur la période 2017-2019, sous l'égide du West African Power Pool, le renforcement en 330 kV de la ligne d'interconnexion entre le poste source d'Abobo en Côte d'Ivoire et Prestea au Ghana. Ceci permettra de faciliter la création d'un marché régional d'énergie électrique et accroîtra nos opportunités d'échange dans le secteur de l'énergie. La CIPREL, compagnie ivoirienne de production d'électricité, sera bien sûr au cœur d'une telle ambition. D'une puissance totale installée de 556 MW, fruit de 330 milliards de francs CFA d'investissement, cette compagnie représente 29% de la capacité de production d'électricité du pays. Un poids qui justifie son choix dans l'agenda de la visite d'amitié et de travail du président ghanéen en Côte d'Ivoire. Après une visite guidée des installations en compagnie du vice-président Daniel Kablan-Duncan, Nana Akufo-Addo livre ses impressions. C'est très impressionnant. I'm very, very, very impressed by what I've seen. Le Ghana importe donc de l'électricité de la Côte d'Ivoire pour le développement de son économie et qu'en ce sens-là, il est venu justement voir aujourd'hui comment fonctionnait le modèle ivoirien qui s'appuie énormément sur le secteur privé pour son développement. C'est dans ce contexte qu'il est venu visiter CIPREL pour voir comment la Côte d'Ivoire avait réussi son envol sur le plan du développement de son secteur de l'électricité. En février 2016, la CIPREL a mis en service un cycle combiné
une technologie innovante qui permet de produire de l'électricité sans nuire à l'environnement. Elle évite de rejeter 500 000 tonnes de carbone dans l'atmosphère par an. Et à son arrivée hier à Abidjan, le président ghanéen et son homologue ivoirien ont eu un tête-à-tête. Les deux chefs d'État ont évoqué les liens de coopération entre leurs pays, notamment les relations économiques et commerciales. Le reportage de Jérôme Kofi Abolé. L'envie grandissime pour les deux chefs d'État de se voir et se parler ne peut qu'avoir raison du temps qu'a duré leur entretien à l'occasion de cette visite d'amitié et de travail du président ghanéen en Côte d'Ivoire. C'est donc à juste titre que ces 2 heures d'horloge aient permis au président ivoirien et du Ghana de convenir au cours de ces échanges d'un accord dit de partenariat stratégique dans le cadre du renforcement des relations bilatérales à tous les niveaux. Nous avons décidé que nous allons mettre en place un accord de partenariat stratégique qui va au-delà des commissions mixtes habituelles. Et cet accord de partenariat stratégique permettra de couvrir tous les domaines, que ce soit les domaines de coopération politique, de coopération économique, de coopération diplomatique, sécuritaire et ainsi de suite. Je voudrais dire à quel point ceci est une innovation et dont nous sommes fiers. À travers cet accord, il y a cette volonté commune des deux présidents de mettre en place une politique de commercialisation du cacao. Les deux pays étant les plus grands producteurs mondiaux, il leur appartient de se fixer des objectifs clairs qui permettent de faire face efficacement aux fluctuations récurrentes des cours sur le marché international. L'un des premiers points de cet accord de partenariat stratégique sera donc de travailler à mieux organiser la production entre nos deux pays, la commercialisation à l'intérieur de nos pays, la coordination en ce qui concerne le Cocoa Board au Ghana et la Caisse Café Cacao en Côte d'Ivoire, la mise en place de structures de commercialisation, de transformation du cacao en pâte et en beurre de manière suffisante pour que nos économies et nos productions de cacao et de vente de cacao ne dépendent plus des fluctuations des prix extérieurs. C'est un ambitieux projet et ceci mérite donc une étude approfondie. Nous avons ensemble d'ailleurs saisi le président de la Banque africaine de développement pour que nous puissions travailler ensemble, car nous voulons valoriser notre première richesse, le cacao. Et bien évidemment, la coordination des politiques économiques qui sera développée à l'intérieur de cet accord permettra une plus grande convergence et une plus grande stabilité entre nos monnaies. Et tout ça, bien sûr, fera en sorte que la croissance économique sera plus forte, le progrès économique meilleur et surtout un meilleur bien-être des populations ghanéennes et ivoiriennes. Le président ghanéen s'est dit heureux d'être en Côte d'Ivoire et d'échanger avec le président Alassane Ouattara, indiquant être convaincu de son leadership qui constitue un atout pour le développement de son pays, la Côte d'Ivoire, et de celui des pays de la sous-région. Je suis extrêmement content, je suis très heureux d'avoir cette occasion de venir ici à Abidjan pour être à côté d'un grand président que vous avez ici, Alassane Ouattara, pour voir comment le Ghana et la Côte d'Ivoire peuvent travailler ensemble pour le bien-être de nos deux peuples. C'est ce qui a fait amener cette délégation avec moi ici et on va travailler sur ça pour voir où on peut faire aller nos deux peuples. Au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, pour cet entretien élargi aux deux délégations, le président ghanéen a eu droit aux honneurs militaires. Des honneurs qui succèdent à ceux reçus quelques heures plus tôt à son arrivée à l'aéroport pour cette visite d'amitié et de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire.
Et au deuxième jour de sa visite d'amitié et de travail en terre ivoirienne, le président Nana Akufo-Addo a échangé avec la communauté ghanéenne de Côte d'Ivoire. Véritable communion, comme vous le voyez, entre le président et ses compatriotes qui se sont mobilisés pour cette rencontre. Je rappelle, ils sont plus d'1 million de Ghanéens intégrés en Côte d'Ivoire. Nana Akufo-Addo affiche sa volonté de mettre à profit sa visite pour nouer un partenariat stratégique avec la Côte d'Ivoire. Je l'annonçais en début de journal, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a entamé hier une série de visites des sites, des programmes, des logements sociaux et économiques. Le ministre Claude Isaac Dey est allé faire l'état des lieux avant la livraison des clés aux souscripteurs, nous rapporte Chantal Ouma-Kandan. À la fin du mois de juin 2017, ce sont plus de 200 logements sociaux et économiques des sites de Bingerville qui seront livrés officiellement aux souscripteurs. Mais avant cela, le ministre Claude Isaac Dey a effectué une visite de terrain pour faire l'état d'avancement des travaux et s'assurer du respect par les promoteurs des cahiers de charges tels que définis par le gouvernement. Quand on parle de logement socio-économique, il y a des normes, il y a des règles qui sont établies. Parce que l'État s'est engagé, évidemment auprès des promoteurs, à satisfaire une certaine cible par rapport à ces logements-là. Ce sont ceux qui ont des revenus très modestes. Toutes les recommandations, les points de réserve, les remarques formulées par le ministère ont été prises en compte. Mieux encore, toutes nos maisons, il y a les abonnements d'eau et à l'électricité qui ont été faits. Selon le ministre, cette visite sur les sites de Bingerville est la dernière avant la livraison des premières maisons. Depuis le démarrage du programme, environ 10 000 logements qui sont lancés. Nous avons la moitié déjà achevée sur plusieurs sites, notamment Bingerville, à Songon, à Bassam. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour faire la visite des sites de Bingerville. Il y a un nombre de maisons qui peuvent être livrées, une cinquantaine déjà immédiatement. Ensuite, à fin juillet, on aura encore à peu près 150 logements. Et disons, à fin août, on aura à peu près 340 logements. Il faut qu'on s'assure que pour chacune des maisons livrées aux populations, le cahier de charges soit respecté. Les sites visités accueillant le programme présidentiel de logements sociaux de Bingerville cumulent près de 2000 logements, avec une part belle aux logements sociaux. La concrétisation de ce programme est une préoccupation pour le président Alassane Ouattara. Et c'est reparti pour l'opération Grand Ménage des villes et communes ivoiriennes. Le top départ de la 3e édition a été donné ce matin par la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. La ministre Anne-Désirée Oloto était sur le terrain ce matin. Un plan d'urgence sera mis en place au profit de la commune d'Agamé. Ce plan vise à assainir le boulevard Nangua-Brogoua. On fait tout ce point avec Grace Kanto. Pour la 3e édition de l'opération Grand Ménage, la ministre Anne-Désirée Oloto met l'accent sur le porte-à-porte. Première étape, la commune du Plateau. Ici, agents de la SOTRA et commerçants sont sensibilisés sur les notions d'hygiène et d'entretien de leur cadre de vie. Ça fait quoi si tu dis c'est bon, qui fait ça ici? C'est pas fini. On ne le refait plus. Après le Plateau, cap sur la commune d'Adjamé. Mais avant l'arrivée de la ministre, les grandes artères sont débarrassées de toutes sortes d'ordures. Une œuvre des commerçants du marché pour montrer leur adhésion à l'opération Grand Ménage. C'est nous qui sommes là. Donc si ce n'est pas propre, c'est nous qui prenons les pots cassés. Nous avons décidé d'accompagner le maire, nous avons décidé d'accompagner le ministère pour que le Nangua-Brogoua soit propre. Des efforts fournis, certes, mais il faut renforcer les actions de salubrité dans la commune d'Adjamé. Un plan d'urgence est donc en route. Il s'agira pour nous de choisir une journée. Au cours de cette journée, je compte donc fermer la voie de Nangua-Brogoua pour que tous les déchets, les dépôts sauvages, les coffres non enlevés le soient donc ce jour-là. Solidarité gouvernementale, le ministre des Infrastructures économiques est à la tâche avec les travailleurs des cités administratives. Chacun d'entre nous doit savoir que vivre dans un environnement qui est sain, ça participe donc de la bonne santé. Et je pense que l'opération Grand Ménage au niveau donc des tours administratifs, c'est pour permettre donc aux travailleurs d'être dans un environnement propre.
L'opération Grand Ménage vise à donner un visage reluisant aux villes et communes ivoiriennes. Pour la réussite de l'opération, la ministre Anne-Désirée Ouloto souhaite l'implication de tous. Dans ce 20h, on s'intéresse également à votre santé. Suite donc à la découverte d'un cas de dengue le 28 avril dernier, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait un point presse pour éclairer la population sur cette maladie. Quel est le mode de transmission? Quels sont les symptômes? Comment surtout prévenir la dengue? Élément de réponse avec Ami Sissoko. Transmise à l'homme par la piqûre de moustique femelle infectée du genre Aedes, la dengue est une maladie virale. Le virus de la dengue existe sous 4 formes. Les plus graves sont les formes 3 et 4. Les symptômes de la dengue sont similaires à ceux d'une grosse grippe et se manifestent dans les 3 à 14 jours, 4 à 7 jours en moyenne qui suivent la piqûre par le moustique. La dengue sévit dans les régions tropicales et subtropicales d'Amérique centrale, australe et d'Asie. Des cas sont diagnostiqués en Europe. Elle est également présente en Afrique et en Océanie. La dengue est particulièrement active dans les zones urbaines. Elle touche tout le monde. Une vingtaine de cas de dengue enregistrés à Abidjan. Les mesures sanitaires d'urgence ont été prises. Il s'agit de la sensibilisation des populations sur les mesures de prévention, de l'enquête épidémiologique et entomologique, de la démoustication des domiciles, de la distribution des moustiquaires imprégnés dans les familles. La lutte contre les moustiques vecteurs et la protection individuelle constituent le meilleur moyen de réduction du risque épidémique, car c'est le même vecteur qui transmet la fièvre jaune, le chikungunya et le Zika. La prévention repose donc sur les mesures suivantes. Vider toutes les retenues d'eau après chaque pluie, assécher les eaux stagnantes, éviter de garder dans les maisons et aux alentours des récipients contenant de l'eau, désherber autour des maisons, dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ la moitié de la population mondiale est exposée au risque. Chaque année, ce sont 390 millions de cas de dengue qui sont enregistrés. Il n'existe pas de traitement spécifique pour la dengue. Cependant, il y a de l'espoir. Depuis 2016, un vaccin contre la dengue existe. Il est utilisé sur des personnes âgées de 9 à 45 ans. Et justement, la lutte contre la dengue, maladie virale causée par la femelle du moustique, est ainsi engagée. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est en campagne. C'est une campagne de démoustication en vue de déloger les moustiques. L'opération conduite par le directeur général de l'Institut national de l'Hygiène publique a démarré ce matin dans la commune de Cocody. On fait le constat avec Chantal et Omar Kandan. 2 plateaux vallons. C'est là qu'a démarré la campagne de démoustication de la maladie de la dengue. Une maladie causée par la piqûre de la femelle du moustique Aedes aegypti ou encore appelé moustique tigre. Plusieurs équipes des agents de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, ont pris d'assaut les différents ménages de ce quartier, en vue de détruire les nids susceptibles d'abriter les gîtes larvaires. La campagne qu'on commence aujourd'hui, elle a un double impact. On leur montre comment est-ce qu'il faut éliminer les gîtes larvaires et on leur dit de pouvoir continuer à les éliminer au fur et à mesure, d'éviter que ça survienne, d'éviter de mettre ces gîtes-là dans les maisons. Mais il faut que la population même se l'approprie. Cette opération de démoustication fait suite à la décision prise par le gouvernement lors du dernier Conseil des ministres le 3 mai dernier, en vue de prendre des mesures vigoureuses de prévention et de lutte contre la transmission du virus de la dengue. Nous envisageons à notre niveau sensibiliser les résidents du quartier parce que c'est sérieux vu que vous avez trouvé des larves dans beaucoup de maisons. Donc nous allons avoir un comportement sanitaire adéquat. Après l'étape de destruction des sites larvaires, vient la phase de pulvérisation du produit de démoustication en vue de neutraliser tous ces bestioles.
L'opération va s'étendre dans toutes les communes d'Abidjan les jours à venir. Et toujours en santé, parlons de la CMU, la couverture maladie universelle et de ses enjeux. La phase expérimentale a été lancée en avril dernier. Les 6 premiers mois vont concerner 150 000 étudiants avant de s'étendre en janvier 2018 à tout le monde. De l'enrôlement jusqu'au retrait de la carte, voyons les différentes étapes avec Franck Quatio. Jeudi 27 avril, un groupe d'étudiants échangeant gaiement, Roméo et ses amis de l'université d'Abobo-Adjamé, heureux d'avoir pu retirer leur carte à CMU. Il y a quelque temps encore, ces derniers doutaient de la réalité de l'opération. Je n'ai pas cru dans les débuts. Bon, maintenant que j'ai eu un responsable même qui a venu nous passer l'information en amphi, bon, j'ai vu que bon, c'était quelque chose de bien, qu'il fallait souscrire à cela. La CMU, couverture maladie universelle, maintes fois relancée depuis l'enrôlement du chef de l'État le 30 décembre 2014, puis une nouvelle stratégie symbolisée le 25 avril 2017 par le lancement de la phase expérimentale, aller au plus près des populations, cible choisie, les 150 000 étudiants constituant la population universitaire. Le projet expérimental est mis en œuvre pour nous permettre d'identifier les dysfonctionnements éventuels et également tous les processus à améliorer. Critères retenus pour le choix des étudiants, la répartition géographique et la disponibilité de l'offre de soins. Les centres de santé universitaires qui vont constituer des centres de santé de premier contact ont été mis à niveau. La phase expérimentale va couvrir 6 mois de soins gratuits en faveur des étudiants. Pendant ces 6 mois, tous les étudiants enrôlés qui ont leur carte bénéficient systématiquement de 6 mois de cotisation offerte par l'État de Côte d'Ivoire. Après le test, les étudiants seront amenés à payer leurs cotisations. Et la cotisation, vraiment, c'est 1 000 francs par mois. Pour la mise à disponibilité de la CMU, quelques 145 sites d'enrôlement confiés à un partenaire technique et pour la phase expérimentale, des sites d'enrôlement mobile dans les universités publiques et privées. Rendons-nous dans un centre d'enrôlement dans la commune du Plateau. La femme m'a dit tout à l'heure que ces cartes me permettaient de pouvoir prendre certaines maladies en charge et donc d'attendre après pour pouvoir utiliser ces cartes, qui vont passer une information à la télé qui pourra nous dire à quel moment nous pourrons utiliser la carte. 9 centres de santé universitaires ont été choisis pour accompagner cette phase expérimentale. Et au jour du lancement, il y avait 7 qui étaient totalement prêts en termes d'infrastructures, en termes d'équipements médicaux, matériel de bureau, en termes de personnel. Et les 2 autres centres pour lesquels les travaux de mise en niveau ont commencé tardivement seront réceptionnés au cours de la première semaine du mois de mai. Donc d'ici le 15 mai, tous les 9 centres seront opérationnels. Une réponse à plusieurs préoccupations exprimées par les étudiants sur le terrain. Au nombre des pathologies prises en charge, on peut citer les affections circonstancielles, la chirurgie digestive, la dermatologie et les maladies infectieuses. De quoi susciter l'engouement. L'étudiant disait chaque fois, délégué, bon, tu as passé l'information, nous sommes allés nous enrôler, depuis il n'y a pas de suite. Moi également, je me suis fait enrôler depuis l'année 2015. Voilà, c'est cette année que j'ai retiré ma carte. On se disait que ça n'allait pas aboutir. Dieu merci, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire a tenu sa parole et les choses se déroulent bien actuellement. Nous avons environ 300 étudiants par jour qui se font enrôler. Et pour le retrait des cartes, la moyenne s'évalue à 500 retraits par jour. Une phase expérimentale engagée donc depuis plus de 10 jours aujourd'hui. Enrôlement et retrait de cartes, 2 étapes principales, mais aussi une phase de suivi. On prend leur réclamation, c'est-à-dire on prend leur nom, leur date de naissance et puis on prend leur contact. Après, on traite le dossier et puis on leur fait signe. Par SMS. Les questions qui reviennent généralement, c'est qu'est-ce que c'est que la CMU? Ils veulent savoir quels sont leurs intérêts, quels sont les avantages qu'ils ont à se faire enrôler. Et ces avantages sont assez simples. C'est cette facilité de se faire soigner à moindre coût. Et quand ils comprennent cela,
il demande ensuite les documents à fournir pour pouvoir se faire enrôler, qui sont l'extrait de naissance, la pièce d'identité et puis la carte étudiante. Et après l'enrôlement, il demande après combien de temps ils auront leur carte, ce qui s'évalue généralement à 1 mois, juste après l'enrôlement. Et pour plus d'informations, le numéro vert, le 800 00 900, 6 mois d'expérimentation qui prendront fin le 1er octobre prochain. Le décret sur les cotisations a été pris et le 1er octobre commence le prélèvement des cotisations pour préparer la généralisation. Pourquoi le 1er octobre? Parce que dans la loi, il est prévu une période de carence de 3 mois. Ça veut dire que si on commence à prélever des cotisations en octobre, 3 mois après, c'est-à-dire en janvier, tous ceux qui ont été enrôlés et tous ceux qui ont payé les cotisations peuvent déjà commencer à bénéficier, n'est-ce pas, des soins de santé. La CMU, système obligatoire de couverture du risque maladie au bénéfice des populations résidant en Côte d'Ivoire, est définitivement lancée. Plus d'1 milliard de francs CFA déjà consacrés au réaménagement sanitaire des universités de Côte d'Ivoire pour la réussite de la phase expérimentale. Et ainsi se referme le chapitre santé de cette édition. La Côte d'Ivoire se prépare activement pour accueillir les 8e Jeux de la francophonie en juillet prochain. La conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie vient de former des responsables bénévoles des 17 commissions et des représentants des départements ministériels de 6 pays de la sous-région. On fait le point avec Issa Chonayeo. Pour la réussite des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, Conféges, a initié une formation à l'intention des bénévoles. Cette rencontre vise à accompagner l'État ivoirien dans les préparatifs de ces Jeux prévus au mois de juillet prochain. Alors, cette formation, dont le thème est l'organisation des événementiels, est donc une formation bien à propos qui devra nous permettre, chacun à son niveau, de maîtriser sa fonction et de mieux remplir les tâches qui lui seront confiées. Toutes nos excuses pour ce petit souci technique. On va passer maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture. Bonsoir, M. Bourlaye Traoré. Bonsoir, Marie-Laure. Bienvenue sur notre plateau. Tout le plaisir est pour moi. Alors, vous venez de Katiola, où vient de se tenir la 3e édition du Festival du Carrefour des Alliés. On va revivre ensemble ce moment avec notre reporter Kader Sogodogo et discuter par la suite. Promouvoir les alliances interethniques afin de consolider la cohésion sociale et l'unité nationale. C'est le but visé par le festival Carrefour des Alliés de Katiola. 15 régions du pays sont présentes pour des spectacles inédits. Des groupes qui sont le reflet de la richesse culturelle ivoirienne. Le thème de la 3e édition du festival Carrefour des Alliés est « Les alliances interethniques, facteurs de cohésion sociale ». Un thème qui colle bien avec la vision du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, patron de la présente édition, représenté au lancement. À travers les alliances, nous devions pouvoir résoudre les crises, les conflits et les mésententes qui naissent dans nos communautés. Le général Gaston Ouassena Koné, doyen des cadres de Katiola, dans les apparats d'un chef traditionnel gourou, allié du Tagwana, où ces pas de danse exécutés par les femmes battantes de Katiola. La 3e édition du Festival des Alliés promet. Voilà, M. Bourlaye, et de 3 donc pour le Carrefour des Alliés à Katiola. Dites-nous, quelles sont les retombées en matière de cohésion sociale depuis que vous organisez ce festival? Alors, les retombées sont évidentes. Nous sommes à la 3e édition du Festival Carrefour des Alliés. Il n'y a qu'à regarder l'engouement que ce festival suscite pour comprendre combien de fois les populations de notre pays accordent un intérêt tout particulier à ce festival. Combien d'invités cette année, nous avons invité 16 régions de notre pays. 15 régions plus la région du Hambol. Et les régions qui sont demanderesses sont assez nombreuses.
Parce que naturellement à Katiola, quand vous arrivez à ce festival-là, ce que nous constatons, c'est une sorte de symbiose entre les peuples. Les gens apprennent à vivre ensemble, on les loge ensemble, ils sont dans les mêmes espaces, ils occupent les mêmes espaces, ils jouent sur les mêmes scènes. Donc naturellement, durant 3 ou 4 jours, ils apprennent à communier ensemble, ils apprennent à partager des valeurs. On met de côté les différences culturelles et autres. Tout à fait. On met les différences de côté et puis naturellement, ce qui est primordial ici, ce sont les relations interpersonnelles. Alors pourquoi Katiola, depuis que ces éditions-là se font? Alors, Katiola, c'est d'abord le lieu où nous travaillons. Moi, je suis directeur régional de la culture et de la francophonie. Je précise ma question parce qu'il y a plusieurs régions qui sont invitées à ce festival. Après le handball, on pouvait délocaliser ce festival dans une autre région. Pourquoi pas dans l'Ouest, par exemple? Alors, Katiola, d'abord, c'est une particularité. Katiola vivent 2 peuples autochtones qui sont des alliés. Rares sont les régions de notre pays où on retrouve ce type de particularité. Donc, on estime que déjà, Katiola a fait ses preuves en la matière. Alors, pourquoi aller chercher loin ce qu'on a à côté? Donc, on estime que installer ce festival-là, c'est vraiment une juste cause, c'est un juste choix, parce que Katiola a déjà fait ses preuves en la matière. Et car vous avez donc à dessein choisi le titre Carrefour des Alliés. Vous allez nous démontrer cela tout à l'heure. Alors, les alliances interethniques sont des pratiques qui ne datent pas d'aujourd'hui, vous confirmez. Alors, dites-nous comment ce jeu des alliances marchait par le passé. Et puis, est-ce qu'il est efficace aujourd'hui, ce jeu-là? Les alliances interethniques ont été portées sur les fonds baptismaux depuis les années 1236. C'est consacré par la charte du Kouroukan Fouga. Cette charte qui a été éditée à l'époque sous Sundiata Keïta, juste après sa victoire éclatante sur Soumangourou Kanté. Plusieurs siècles en arrière. Voilà, donc vraiment plusieurs siècles en arrière. Et comment donc ça se passait? Alors, concrètement, on a installé les bases. On a installé les bases. Par exemple, on dira que vous trouverez dans cette charte que les Koné ne doivent pas s'attaquer aux Traoré. Donc, c'est des choses qui ont été définies à ce niveau-là. Et donc, on a essayé d'élargir au niveau même des peuples pour garantir la paix, parce qu'effectivement, cette charte a été éditée à la suite d'un conflit et pour garantir la paix durablement dans cette région, la région Mandingue. Alors il a réuni autour de lui tous ses pairs et il leur a dit qu'il fallait mettre en place un mécanisme qui permette d'éviter... C'était des lois qui étaient observées. Des lois de paix, Tout à fait. Entre griffes, on pourra le dire. Alors en Côte d'Ivoire, donc, il existe donc ces alliances interethniques et chacune a sa légende. Par exemple, on a les peuples tels que les Sénoufos qui sont alliés aux Gouro, même les Yakuba aussi. Tout à fait. Et puis les Lobis aussi. Tout à fait. Et puis on a les Atiers qui sont alliés aux Dida, on a les Baoulés et puis les Ando et Agni. Tout à fait. Mais c'est peut-être une question difficile à laquelle je vous demanderai de répondre. C'est une fois, moi j'ai mes origines Gouro, donc je vous demande avec une obligation de répondre à cette question. Oui. Comment ces alliances, malgré l'existence de ces alliances, on n'a pas pu... il y a eu ces conflits en Côte d'Ivoire. Alors, les alliances interethniques ne sont pas une panacée exclusive à ces conflits-là. Mais l'avantage qu'elles ont, c'est un instrument de paix qui, quand elles sont exploitées de façon efficiente, permettent déjà de garantir cela. Mais je veux dire que tout se passe dans les esprits. Tout cela se passe dans les esprits des gens. Alors, lorsque Boniface Batiana écrivait un Rwandais qui disait, je cite en substance, que si les alliances interethniques avaient existé au Rwanda, le Rwanda ne connaîtrait pas le génocide. Nous avons certes connu le conflit chez nous, mais l'avantage que nous avons eu, c'est qu'avec les alliances interethniques, il y a un seuil qu'on n'a pas pu franchir. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Il y a un seuil qu'on n'a pas pu franchir. On a évité de tomber dans certaines pratiques qui pourraient remettre en cause, parce que ce sont des alliances qui sont sacrées, qui pourraient remettre en cause ce caractère sacré et ces relations sacrées que ces peuples ont tissées entre eux depuis ce temps-là. Démontrez-nous comment ces alliances concrètement contribuent à la paix et à la cohésion sociale. D'accord. Je vais prendre le cas spécifique chez nous, dans le handball. Je parle du handball. Chez les Sénoufos, dans le handball. Alors vous verrez par exemple que le Mangoro qui est allié au Tagbana, lorsque un conflit, quelle que soit sa nature, aussi grave soit-il, se produit entre deux Tagbana, il suffit simplement que l'un se réfugie chez un Mangoro pour que cette affaire d'une extrême gravité, comment ça s'appelle, cesse d'être de l'être.
Vous voyez que ce conflit se règle naturellement parce que le Mangoro, pour parler comme les Ivoiriens, a mis sa bouille dans cette affaire, il a parlé. Donc à partir du moment où il a parlé, alors les Tagbana entre eux, ils acceptent de faire la paix. Au nom de cette alliance. Au nom de cette alliance, parce que c'est comme ça, l'allié est venu te parler, tu as l'obligation de l'écouter, donc d'accepter son pardon. Et donc à partir de là, déjà, donc, on comprend que c'est un outil, un formidable outil de paix que nos ancêtres ont mis entre nos mains. Et nous suffit de l'exploiter à comme vous le faites profit si bien. Alors, est-ce qu'au nom de ces alliances ethniques, appelées encore pacte de non-agression, si je vous suis, ça autorise souvent la plaisanterie ou même des injures? C'est normal? Oui, mais à l'origine, on parle même souvent même de parenté à plaisanterie. Donc à l'origine, c'est cela. Tout part de la plaisanterie pour arriver à la plaisanterie. Même aux injures parfois? Oui, mais les injures même font partie des choses. Mais cela, vous savez, dans les propos que nous tenons, il faut tenir compte également de la dose d'affectivité qui en ressort. C'est ce qui est important. Lorsque Marie-Laure, vous êtes gourou, moi je vous dis tout de suite que moi je vous dis moitié quelque chose. Gourou. Vous êtes moitié gourou, mais dans tous les cas vous êtes gourou. Je vous dis que moi je suis Senufo, donc je suis le chef des gourous. Et au nom de quoi, par exemple, on revendique la mais justement, au nom du fait que, bon, nous, les Senufo, nous avons pris sur nous la peine de vous protéger, de vous permettre vraiment de vivre dans un espace de manière tranquille. Donc à partir de ce moment, nous revendiquons cette chefferie. Quand nous sommes chez vous, vous avez vu dans l'élément, le général Wassina, il a arboré fièrement sa tunique de chef gourou pour montrer que, effectivement, le chef qu'il est a décidé de prendre la place qui est la sienne. C'est ce qui a été fait. Vous l'avez dit, hors de ce plateau, la vérité se trouve dans la bouche de celui qui parle. Moi, j'ai la parole maintenant. Oui. Je pense que, comme je vous l'ai dit, j'ai les ancêtres gourous et en tant que patronne donc de Senufo que vous êtes, en tout cas, je vous remercie d'avoir exécuté mes ordres en venant sur ce plateau et d'avoir répondu à mes questions. Merci bien à vous. C'est à moi de vous dire merci. Vous n'avez plus de parole. Allez, merci beaucoup, M. Bourlaye, pour votre contribution à la culture ivoirienne et surtout à la paix. Comme on le voit, les alliances interethniques contribuent donc à la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire, bien sûr, qui est un état de paix. Vive donc aux alliances interethniques pour la cohésion sociale. La Mauritanie, c'est un pays ami à la Côte d'Ivoire. Et c'est un pays également, quand on parle d'alliance, on parle également d'amitié. Malheureusement, la Mauritanie vient de perdre l'un de ses dignes fils. L'ancien président mauritanien Eli Ould Mohamed Val est décédé hier. Il serait mort subitement d'une crise cardiaque à l'âge de 64 ans. La Mauritanie a décrété un deuil de 3 jours. Ancien patron de la sûreté de l'État, Eli Ould Mohamed Val a présidé la transition de 2005 à 2007 après le renversement de son prédécesseur, Ould Taya. Et retenez qu'ailleurs en France, on vote demain. Les Français sont attendus aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Entre qui, d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen succédera à François Hollande. Les Français feront le choix. Ce soir, nous nous penchons avec Gabriel Zani sur le programme des deux candidats. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, deux candidats restés dans la course à la présidentielle française. Deux candidats que tout oppose. Sur le plan des programmes, le candidat d'En Marche et la candidate du Front National ont deux visions de l'Europe, de l'emploi, l'immigration, l'éducation ou encore de la laïcité, aux antipodes l'une de l'autre. Un antagonisme dévoilé le mercredi 3 mai au débat télévisé pendant lequel ils se sont affrontés. Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie, veut créer des postes d'enseignants et interdire le portable dans l'enceinte des établissements. Le candidat défend également sur la question de l'éducation l'idée de transmission des valeurs et d'émancipation pour construire l'égalité des chances. Pour sa part, Marine Le Pen veut instaurer le port de l'uniforme, imposer la laïcité et la sécurité à l'école. Les réformes de la candidate du Front National s'étendent aussi au domaine de l'emploi. Abroger la loi travail, dite aussi loi El Khomri, créer une taxe sur l'embauche des salariés étrangers pour donner la priorité nationale à l'emploi des Français. À l'opposé, le candidat centriste propose d'ouvrir l'assurance au chômage aux indépendants, aux fonctionnaires et aux salariés qui démissionnent, de baisser les cotisations salariales employeurs de 6 points. Deux visions antithétiques dans leur application, selon les analystes. Sur les thèmes aussi variés que sont la famille, la société, la vie politique, l'immigration et l'Europe, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'accrochent aussi à des idéologies différentes. Pendant que Marine Le Pen défend l'idée d'une double monnaie, donc le retour au franc français,
Emmanuel Macron dénonce la sortie de l'euro comme un projet mortifère et dangereux. L'antagonisme entre les deux candidats s'exprime aussi sur le terrorisme. Marine Le Pen propose l'expulsion des fichiers S étrangers de la France. A contrario, son adversaire centriste réaffirme de renforcer les moyens de la police et la coopération entre les États membres de l'Union européenne pour prévenir les attentats. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les Français devront choisir entre ces deux personnalités antithétiques. Le premier est parti de zéro, avec un parti sans élus. Le candidat d'En Marche monte irrésistiblement pour se retrouver en tête du premier tour. Il semble que le vote du 7 mai sera un plébiscite, car il a reçu plusieurs soutiens, mais rien n'est encore joué. L'ascension d'Emmanuel Macron pourrait s'arrêter face à la présidente du Front National, qui a sa deuxième élection présidentielle. Elle a un programme qui plaide la préférence nationale dans une campagne présidentielle marquée par des attaques terroristes. Et à la veille du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, la présidentielle française a connu un énième rebondissement avec la fuite sur Internet de milliers de documents de la campagne du candidat centriste, une déstabilisation aussitôt dénoncée par l'ancien ministre. La révélation de ce piratage massif intervient dans la dernière heure de la campagne officielle. Celle-ci a officiellement pris fin hier à 22h GMT. Le candidat donc du mouvement En Marche, Emmanuel Macron, dénonce ce piratage qui relève, selon lui, de la déstabilisation démocratique, comme cela a été vu aux États-Unis d'Amérique pendant la dernière campagne présidentielle. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Ne décrochez pas, le programme continue. Passez une très belle soirée sur RTI 1.